Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Renana-Popin, bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL pour la période du 2 au 8 octobre. Nous commençons cette semaine avec la ville de Mont-Tremblant qui tient à aviser la population de la présence possible de cyanobactéries dans les lacs Bibite et Tremblant. À ce stade, il est impossible de confirmer ou d'exclure la présence de cyanobactéries. La ville de Mont-Tremblant est en communication avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, ainsi qu'avec la municipalité de Lac-Tremblant-Nord afin de confirmer la nature des dépôts observés. Par mesure préventive, la ville invite la population à ne pas consommer l'eau provenant directement de ces deux lacs et d'éviter de s'y baigner, puisque les cyanobactéries peuvent poser un risque à la santé. L'eau potable provenant de l'aqueduc municipal demeure parfaitement potable et sécuritaire. Les responsables du service des travaux publics sont informés de la situation et surveilleront de près la qualité de l'eau potable produite à l'usine de traitement des eaux. Les cyanobactéries sont des organismes naturellement présents dans les lacs. En faible concentration, ces organismes ne posent pas de risque pour la santé. Toutefois, lorsque les concentrations deviennent importantes et que des accumulations deviennent visibles à la surface de l'eau, des mesures de précaution doivent être prises. Pour connaître les symptômes possibles et les mesures de prévention à prendre, visitez québec.ca/santé, /conseil et prévention, /santé et environnement, /algues bleu-vert. Si vous observez des particules en suspension en grande quantité dans un lac du territoire ou encore une accumulation d'écume anormale sur la rive, la Ville vous invite à faire un signalement au ministère via le formulaire disponible en ligne sur le site du ministère. Pour plus d'informations sur les cyanobactéries, vous êtes invité à consulter la page villedemontremblant.qc.ca /cyanobactéries. Pour toute question, communiquez avec le service de l'environnement et du développement durable en composant le 819-425-8614 ou par courriel à environnement@villedemontremblant.qc.ca. La MRC des Laurentides est fière d'annoncer que M. Luc Brisebois, maire de la ville de Mont-Tremblant, est finaliste du prestigieux prix Jean-Marie Moreau de la Fédération québécoise des municipalités, aux côtés de M. Jacqueline Bégin, maire de Sainte-Germaine-Boulay et préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, et M. Paul Sarrazin, maire de Sainte-Cécile-de-Milton et préfet de la MRC de la Haute-Yamaska. Luc Brisebois est un maire dynamique et engagé. Il a grandement participé à l'essor de la ville de Mont-Tremblant au cours des dernières années dans un esprit de développement durable. Réélu pour son troisième mandat en 2021, M. Brisebois est déterminé à soulever de nombreux défis, toujours au service de ses citoyens et de l'intérêt public. Son esprit régional l'a amené à s'impliquer sans compter ses efforts et son temps dans la réalisation de l'établissement du Collège de Mont-Tremblant et de son gymnase. Son implication rayonne au-delà de sa ville et au bénéfice de la population régionale. Créé en l'honneur de M. Jean-Marie Moreau, président de l'Union des conseils de comté du Québec, devenu aujourd'hui la FQM de 1970 à 1983, le prix Jean-Marie Moreau est décerné à un élu municipal en reconnaissance de son engagement, de son leadership et de son dynamisme envers la communauté qu'il ou elle représente. Le jury, présidé par M. Pierre Moreau, avocat associé, directeur et président du comité exécutif du cabinet Bélanger-Sauvé, est également composé de M. Steven Larose, maire de la municipalité de Montcalm et récipiendaire du prix Jean-Marie Moreau en 2022, ainsi que de M. Gilles Plante, ancien maire de la municipalité de McMasterville. Le gagnant sera dévoilé le 28 septembre prochain lors du congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Depuis le 29 septembre, les heures d'ouverture de l'éco-centre régional de Mont-Tremblant sont prolongées les vendredis soirs pendant 5 semaines. Cette bonification de l'horaire permettra d'offrir une plage horaire additionnelle en cette période de l'année particulièrement achalandée. Jusqu'au 29 octobre, l'éco-centre sera ouvert du mardi au jeudi de 9h à 16h, de 9h à 16h30, le vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 15h. Les citoyens de la MRC des Laurentides ont accès gratuitement au site sur présentation d'une preuve de résidence. La MRC et la ville de Mont-Tremblant souhaitent ainsi encourager les résidents à planifier leur ménage d'automne de manière éco-responsable en apportant à l'éco-centre les matériaux qui peuvent être récupérés et valorisés. La liste des matières acceptées et refusées est disponible sur le site web traindeviedurable.com. La population est invitée à faire preuve de patience et de courtoisie avec le personnel sur place, particulièrement lorsque le temps d'attente semble plus long.
Pour éviter les périodes d'achalandage, il est recommandé de reporter toute visite non urgente à l'écocentre et de privilégier les plages horaires offertes de jour la semaine. La MRC des Laurentides encourage les citoyens à participer à la réduction des déchets destinés au site d'enfouissement. Par ailleurs, il est important de bien trier les articles par matière ou catégorie avant de se déplacer à l'écocentre. Le triage des matériaux à l'avance a pour effet de réduire le temps de déchargement dans les conteneurs et de faciliter la circulation des véhicules sur le site. La Ville de Mont-Tremblant souhaite aviser les résidents desservis par le réseau d'aqueduc municipal que des travaux de rinçage du réseau et d'inspection seront réalisés dans les prochaines semaines. Il est possible que vous constatiez une baisse de pression ainsi que la présence d'eau trouble ou colorée. En cas d'eau trouble ou colorée, faites couler l'eau froide jusqu'à ce qu'elle redevienne incolore. Pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec le service des travaux publics au 819-425-8614. Le mois dernier, des citoyens de Saint-Sauveur ont manié peinture et pinceau pour créer une œuvre d'art urbaine sous la direction artistique de Charlem le peintre, artiste visuel. C'est à l'angle des rues principales et Filion que s'est déroulée l'activité de création artistique collective où plus d'une trentaine de volontaires ont mis la main à la pâte pour réaliser de magnifiques mosaïques colorées faites de plastique recyclé. Ces dernières ont ensuite été regroupées pour former 12 encadrements et sont maintenant exposées au parc, embellissant ainsi le paysage urbain de la ville de Saint-Sauveur. Au courant de l'automne 2023, le Service de l'environnement et du développement durable de Saint-Sauveur organisera 2 consultations publiques dans le cadre d'actions prévues au plan d'action en environnement 2021-2023. La participation citoyenne étant primordiale dans la mise en place de nouveaux projets à Saint-Sauveur, les citoyens sont invités à y participer. Afin de prendre part aux orientations qui seront mises de l'avant, les Sauverois sont invités à faire part des paysages qui leur tiennent à cœur. De type porte ouverte, cette consultation publique favorisera l'échange d'idées entre les personnes présentes et aura lieu le mercredi 11 octobre à 18h30 au chalet Pauline Vanier. L'entrée est libre et aucune inscription n'est requise. Pour toute question à propos de ces consultations publiques, communiquez avec le service de l'environnement et du développement durable à environnement@commercialvss.ca. La Ville de Prévost poursuit sa quête pour un avenir durable en lançant une deuxième phase de consultation publique pour le projet innovant de contenants réutilisables. Après le succès de la première rencontre en été, la Ville sollicite à nouveau la participation active de la communauté prévostoise. Si vous avez à cœur l'environnement et l'avenir de votre ville, joignez-vous à cette initiative en participant à cette démarche éco-responsable. Inscrivez-vous dès maintenant par courriel à environnement@commercialville.prévost.qc.ca pour la prochaine rencontre de consultation prévue à la fin septembre. La soirée de lancement se déroulera le 30 octobre à la salle Saint-François-Xavier de 18h30 à 20h. De 18h à 20h, pardon. La Ville de Prévost est à la recherche de citoyens intéressés à intégrer le comité consultatif d'urbanisme. Toute personne ayant des connaissances générales et un intérêt pour l'urbanisme et qui aimerait collaborer à l'avancement des projets municipaux peut postuler. Les critères de sélection sont être résident permanent sur le territoire de la Ville de Prévost, être disponible en soirée une fois par mois, vouloir participer aux réunions, avoir un intérêt, une connaissance ou une expertise dans le domaine de l'urbanisme, de l'environnement, de l'architecture, de la construction, du droit, du design, de l'aménagement paysager ou du patrimoine. Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature avant le 10 octobre à urbanisme@commercialville.prévost.qc.ca. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page ville.prévost.qc.ca/candidature CCU. Revenez-nous après la pause. Nous avons maintenant le privilège d'avoir avec nous M. Clément Turgeon-Thériault, le directeur général et artistique du Festif de Baie-Saint-Paul. Monsieur, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va super bien, vous aussi? Ça va également très bien. Êtes-vous nerveux? Parce que là, ça s'en vient ou est-ce que c'est déjà commencé? Vous êtes dans les préparatifs. Êtes-vous toujours nerveux avant de commencer le festif? Parce que c'est des mois et des mois, sinon pas dire des années de travail qui viennent à conclusion. Oui, toujours. Tu sais, on a fini notre 14e édition du festival. La pression descend pendant quelques semaines, puis là, on commence notre 7e édition du festif à l'école. Donc là,
la pression remonte. C'est un peu ça l'événementiel, mais on carbure à ça. Finalement, sûrement qu'on se plaindrait si on faisait plus de projets comme ça. C'est ça. Donc, parle-moi d'un petit peu. Donc, il y a le festival, puis ensuite le festif. C'est un événement avec deux volets. Est-ce que c'est deux événements différents? Comment est-ce que c'est organisé? Puis comment est-ce que vous êtes arrivé avec cette formule qui semble fonctionner? Ben, en fait, on a, tu sais, l'organisme, c'est le festif. Donc, on a le festival qui se nomme le Festif de Baie-Saint-Paul. Donc, on a 14 éditions de fête. Ça se déroule à Baie-Saint-Paul en juillet. Ça, c'est un gros festival. On a une trentaine de scènes, 130 spectacles en quelques jours seulement. Donc, c'est un gros marathon. Puis, le deuxième gros projet qu'on a, c'est le Festif à l'école. Donc, c'est un projet scolaire qui se déroule dans plein d'écoles un peu partout au Québec, entre autres dans les Laurentides. On va aussi Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Outaouais. Et ce projet-là, en fait, on a 23 artistes cette année, puis ils se promènent, dans le fond, dans des écoles un peu partout au Québec. Ils vont offrir des spectacles gratuits aux jeunes de ces écoles-là et offrir aussi des ateliers d'écriture et des conférences pour les jeunes. Donc, nous autres, le but, c'était vraiment de sensibiliser notre jeunesse, finalement, à la qualité de la musique qui se fait au Québec. Est-ce que les deux sont arrivés en même temps ou est-ce que vous aviez votre festival, puis ensuite vous vous êtes dit, ce serait bien de prolonger le plaisir, on pourrait le décliner autrement, puis c'est ainsi que le festif est arrivé? Oui, exactement. Dans le fond, nous, le Festival École, c'est la 7e édition. Donc, c'est arrivé à peu près 6-7 ans après la création vraiment de notre organisme. On avait déjà 7 ou 8 éditions du Festival de fête. On avait envie de redonner à la communauté. Donc, au début, ça s'est vraiment fait juste dans une école à Baie-Saint-Paul, là, notre école secondaire de l'époque, là. Puis rapidement, on a vu l'intérêt de partout au Québec. Puis là, maintenant, ben, c'est ça, on est dans une douzaine de régions administratives un petit peu partout en province, là. Donc, on commence en septembre. Là, on vient de lancer le projet, puis ça se poursuit jusqu'au mois de juin. L'élément déclencheur qui a fait en sorte de créer le festif, est-ce que c'est vous ou quelqu'un d'autre au sein de l'organisation qui a remarqué dans la région de Baie-Saint-Paul une diminution de l'intérêt des jeunes envers un certain type de musique ou une diminution chez les jeunes de leur appréciation pour la musique ou la composition musicale? Ben, c'est un peu tout ça. En fait, à la base, nous, dans le fond, notre festival est devenu très populaire, puis c'était beaucoup des gens, beaucoup des touristes, beaucoup des gens de l'extérieur et tout ça, puis on avait le goût de se grounder à nouveau, si vous me permettez l'expression. Donc, on s'est dit, rapprochons-nous de notre communauté à Baie-Saint-Paul, puis le premier truc qui nous est venu à l'esprit, c'est ça, c'est d'offrir quelque chose aux jeunes. T'sais, nous, dans le fond, on a beaucoup de contacts dans l'industrie en raison de notre festival. On s'est dit, mettons à profit ces contacts-là pour des projets qui vont être positifs, des projets sociaux, finalement. Puis c'est vraiment comme ça que c'est parti. Puis là, après ça, ben, notre désir, c'était de programmer des artistes québécois francophones au maximum, entre autres parce que, tu sais, avec les plateformes d'écoute en ligne, Spotify et tout ça, on a accès à toute la musique du monde, finalement. Fait que des fois, on finit par oublier qu'il y a du bon beat qui se fait au Québec. Tu sais, par exemple, des fois, on a À la Claire Ensemble qui était allé ou peu importe, là, des artistes plus dans le milieu rap. Puis c'est ce qu'ils disaient dans les conférences aux jeunes. Ils disaient, qu'est-ce que vous écoutez? Souvent, les jeunes donnaient des noms des artistes américains, des rappeurs américains. Super bon. Mais là, justement, l'artiste en conférence, lui, ben, il dit, écoutez, ce que vous me dites, ça se fait au Québec. Voici les équivalents. Fait que ça permet aux jeunes, des fois, d'aller trouver de la musique qu'ils ne connaissaient pas. Serez-vous en mesure de mettre le doigt sur une raison en particulier ou plusieurs raisons peut-être pour lesquelles le festival lui-même a commencé à être plus apprécié par les touristes et les gens de l'extérieur que les gens locaux? Ben, en fait, puis je dis ça, tu sais, les gens locaux aussi participent énormément, mais on a à peu près 50 000 personnes. Fait que c'est sûr, tu sais, notre ville elle contient que 7 000, donc c'est sûr que ça rajoute beaucoup de gens de l'extérieur. Premièrement, on est à Baie-Saint-Paul. Ceux qui connaissent pas, c'est dans Charlevoix. Vous arrivez à Baie-Saint-Paul, c'est à 1 heure de Québec. Il y a les montagnes, le fleuve Saint-Laurent, la nature est exceptionnelle. Donc, juste le lieu, ça devient une destination. Finalement, souvent, les gens, ils viennent au festival, mais ils viennent aussi pour un peu en mode vacances. Là. Ils viennent décrocher. Donc, ça, le positionnement du festival aide beaucoup. Puis, c'est la formule aussi. Donc, nous, c'est vraiment déployé partout dans la ville. Vous avez des spectacles sur des scènes principales qu'on voit dans d'autres festivals, mais aussi sur le bord du fleuve, dans des cours arrière. Donc, vous avez la cour à Joanne, le balcon d'Alexis. Donc, on personnalise vraiment ça. Donc, quand vous venez au festival, vous
c'est un peu prendre contrôle de la ville. Puis là, je le dis, c'est pas de façon négative. Puis ça, les gens aiment beaucoup ça, là, d'avoir l'impression de vraiment être traversé par la ville de Baie-Saint-Paul pendant 4 jours. Je vais vous poser une question que j'ai posée à Philippe Loranger, directeur artistique du Festival de musique classique de Joliette. Comment est-ce qu'une performance, comment est-ce qu'une pièce musicale peut être bonifiée, augmentée, améliorée? Comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience en étant dans un amphithéâtre naturel où, comme dans votre version des choses, on voit les montagnes et le fleuve au loin? Parce que l'un des endroits les plus incroyables, c'est Red Rocks au Colorado, où c'est juste un amphithéâtre naturel débile qui fait juste... Exactement. Anecdote, je viens de commander un vinyle d'un groupe à Red Rocks juste avant notre entrevue, donc j'adore que tu en avez-vous entendu un peu avant de le commander, puis est-ce que c'est absolument incroyable? Oui, ben tu sais, puis même il y a beaucoup de vidéos de ça sur exemple YouTube, c'est effectivement ça augmente la qualité de l'œuvre. Ça augmente nécessairement la qualité du son, mais comment est-ce que ça augmente l'expérience d'entendre quelque chose et de pouvoir en même temps ouvrir les yeux puis prendre connaissance d'une nature qui est absolument incroyable en même temps? Ben, tu sais, un bon exemple, nous, j'aime le sujet parce que c'est vraiment juste ça qu'on fait au festif. On essaie de penser l'artiste à quel endroit il va être le mieux, puis à quel endroit ça va comme créer quelque chose d'unique. Tu sais, tu peux faire un spectacle de musique ou tu peux créer un moment. Puis nous, ce qu'on veut, c'est créer des moments. Puis tu sais, un bon exemple, l'année dernière, on avait un groupe polonais. Donc, on avait un groupe de Pologne qui venait de jouer au Saguenay sur une grosse scène. Puis nous, on a décidé de les mettre en spectacle surprise dans une petite cour de peut-être 200 personnes. C'était sur le balcon directement. C'est le propriétaire qui a présenté le groupe. Fait que juste ça, il y avait quelque chose de vraiment unique. Mm-hmm. Là, le groupe est parti, puis il y a eu une folie extrême. Tu sais, vu que c'était 200 personnes dans une petite cour, puis le groupe, même à la fin, nous a dit c'est notre plus beau show en carrière, tu sais, puis ça fait 12 ans qu'ils font ça. Mais d'être dans une cour arrière comme ça, à 9 h le soir, il y avait quelque chose d'unique. On aurait mis ce groupe-là sur une grosse scène, ça aurait été bon, mais il n'y aurait pas eu la même connexion, finalement, entre le public et l'artiste. Puis ça, on joue avec ça tout le temps au festif. Tu sais, quand Jean-Michel Blais, le pianiste, on l'a mis sur le bord du fleuve, puis il y avait le vent qui frappait dans le micro des fois. Donc, tu avais le piano, tu avais le bruit ambiant, les vagues dans le fleuve, le bruit des oiseaux, puis ça a créé quelque chose d'unique. Ce moment que vous avez mentionné, le fait de créer un moment, ce moment-là, est-ce que vous devez faire un calcul pour y arriver? Dans le sens, est-ce qu'il y a un moment qui est plus approprié pour un type de band qu'un autre? À la Claire Ensemble, ça bouge un petit peu plus que quelque chose qui est classique. Donc, est-ce qu'on aurait plus tendance à les mettre sur une grande scène ou est-ce qu'au contraire, on va les dépayser, on va prendre ça qui bouge énormément, on les met dans un endroit plus petit, plus intime pour changer l'atmosphère puis faire vivre quelque chose qui serait différent de ce qu'il ferait d'habitude. Donc, comment est-ce que vous arrivez au calcul pour trouver le bon moment puis le bon endroit pour chaque groupe? Premièrement, tu seras un très bon directeur artistique. Non, mais quand même, c'est tout à fait ça. Tu sais, on essaie, des fois, tu sais, à la Claire Ensemble, on revient sur eux. Tu sais, il y a des contextes qui ne fonctionnent pas. C'est le fun, des fois, de les sortir du contexte d'origine, mais on essaie toujours quand même de penser qu'il faut que ça fonctionne. Mais tu sais, exemple, Jean-Michel Blais, c'est un artiste qui aurait eu la capacité de jouer sur une plus grosse scène, de vendre beaucoup de billets. Nous, on a décidé de le faire à midi, gratuitement au bout du quai, sur le bord du fleuve. Puis ça, c'est un exemple. Tu sais, c'est pas une décision financière intelligente parce qu'on ne fait pas d'argent sur ça puis on pourrait vendre beaucoup de billets. Mais c'est payant au final parce que les gens vivent un moment d'anthologie, quelque chose d'unique. Ça, on essaie de le créer souvent. Tu sais, on fait beaucoup de choses surprises aussi on a déjà fait Marjo qui jouait sur une vieille voiture qu'on avait transformée en scène au milieu de la rue Saint-Jean-Baptiste. Ça, tu sais, Marjo en a vu d'autres dans sa vie, mais tu sais, de la mettre comme ça au milieu du public sur une auto, encore là, ça a créé un moment, puis c'est ça qu'on essaie toujours de faire, parce qu'il y a tellement de festivals au Québec qu'il faut toujours, tu sais, il faut trouver des manières d'être pertinent à notre façon, puis ça, c'est une bonne façon de faire. Vous avez mentionné plus tôt, il y a 30 scènes au festival lui-même. Ça demande de l'organisation, ça demande de la logistique incroyable, 30 scènes. Je sais pas il y a combien de scènes à Osheaga ou je sais pas il y a combien de scènes au Francophonie, mais est-ce que ça tourne autour de 30? J'imagine que ce serait un peu moins. Oui, honnêtement, c'est pas pour nous vanter, mais on a fait un tour, on est pas mal le festival avec le plus gros déploiement, avec le plus de scènes.
Puis là-dessus, il y a des scènes qu'on utilise une fois. Comme je disais, on fait des spectacles surprises. Donc, on avertit les gens 15 minutes avant par texto. Spectacle surprise, exemple de Claude Pelgag sur le bord de telle rue au piano. Ça, c'est un site. Donc, juste ça multiplie énormément le nombre de sites. Puis ça crée un parcours intéressant parce que le festivalier va passer, exemple, du fleuve, il va aller là, dans une petite ruelle, puis en se rendant dans la petite ruelle, ben, il va croiser des artistes ambulants, il va aller se prendre un café à la brûlerie du coin, là, il va se rendre à l'autre spectacle, ainsi de suite. Donc, c'est avantageux pour la ville de Baie-Saint-Paul la façon qu'on le fait parce qu'on promène les festivaliers un peu partout dans la ville. Là, ils découvrent des commerces, ils découvrent des coins de la ville qu'ils ne découvriraient pas normalement. Pour chaque édition du festival lui-même, c'est comme une recette, right? Dans le sens où vous avez des artistes à sélectionner. Puis j'imagine que ça, c'est pas fait au hasard. Vous mettez pas des noms de band dans un chapeau puis vous dites cette année, on aimerait inviter eux. C'est un calcul qui est fait pour arriver à un équilibre entre les styles musicaux différents. Est-ce que ça, c'est difficile à renouveler chaque année ou est-ce que sans trancher puis sans faire clean cut puis repartir de nouveau, vous vous inspirez de ce qui est bien fonctionné l'année précédente, puis vous faites OK, ben ça, c'est un bon équilibre ce jour-là avec tel band, tel style, puis vous repartez de ça pour l'année d'ensuite? Oui, quand même. Tu sais, c'est un travail tout le temps. Là, vous voyez, j'ai un bracelet. Ça, c'est Pop Montréal. Donc, il y a un festival présentement. Puis là, juste hier, je vais avoir une douzaine de shows. Fait que moi, à l'année, je passe mon année, ben pas mon année, mais je vais dans beaucoup de festivals, autant au Québec qu'à l'international, pour trouver des nouveaux artistes. Mais on commence à avoir une formule. Tu sais, on le sait que telle scène, ça va être plus du rock. Telle scène, c'est plus du rap. Telle scène, c'est plus du classique. Donc, déjà, on a des repères comme ça. Puis, de temps en temps, ben, on s'amuse justement à mettre peut-être un band différent sur une scène qui, normalement, il y aurait du classique et tout ça. Bon, malgré qu'on a 30 sites, il y a beaucoup de ces sites-là qui ont chacun leur ADN. Donc, on part déjà de ça. Moi, ça m'aide à placer des choses. Puis, c'est ça, mais c'est vraiment une recherche. C'est moi qui fais la programmation, tu sais, pas mal au complet. Fait que c'est assez obsédant, là, tu sais. T'écoutes plus la musique de la même manière. Tout ce que j'écoute, j'essaie de penser si ça va dans le festival. J'ai un background de sport, puis une expression en sport qui dit « If you're not cheating and stealing from the other team, you're not trying ». Si vous trichez pas puis vous volez pas de l'autre équipe, vous essayez pas. Donc, j'imagine que vous, pour démarquer votre festival, pour innover, vous cherchez des nouvelles idées, mais également vous promenez de festival en festival pour voir ça fonctionne bien ici, je pourrais emprunter ça pour le mien. Donc là, vous êtes en mode scouting, vous êtes en mode recherche de nouvelles idées ou d'emprunt d'idées d'autres personnes. Ou est-ce que vous faites pas ça, puis vous vous dites, je fais à ma façon, puis j'essaie le moins possible d'emprunter de qui que ce soit d'autre? Ben, c'est un mélange des deux. Tu sais, c'est dur de pas emprunter des idées parce que, tu sais, il y en a beaucoup de festivals, beaucoup de choses se sont faites, mais c'est de les adapter après. Tu sais, l'année passée, je suis allé dans un festival en Islande, puis il y avait des spectacles dans des commerces vraiment particuliers, puis je trouvais ça le fun d'aller dans des commerces, et, dans des magasins de linge, des affaires, pour faire des spectacles. Là, moi, je suis reparti avec cette idée-là. J'en ai parlé à mon équipe avec des partenaires, puis on a fait une petite série inspirée de ça, mais complètement différente. On a fait ça dans une caserne de pompiers, de la municipalité. Fait que t'as les camions de pompiers, t'as le groupe au milieu. On l'a fait sur des allées d'un salon de quai. Donc, tu sais, des fois, c'est un déclic. Puis là, tu te dis, je vais m'inspirer peut-être de ça, puis je vais le ramener, puis l'adapter selon la réalité de ma ville aussi. Tu sais, à Baie-Saint-Paul, c'est différent en Islande, par exemple. Mais des fois, c'est des petits déclics comme ça. Puis après, ben c'est ça, c'est un heureux mélange. Tu sais, nous autres, il y a plein de concepts qu'on a qui n'existent pas ailleurs. On a des scènes flottantes sur la rivière. On a fait ça il y a quelques années, puis là, il a commencé à en avoir d'autres. On fait des shows dans un bus de ville qu'on a transformé en salle de spectacle ambulante, tout petite. Donc, on a nos concepts, puis on va s'inspirer, évidemment. On va aussi trouver des artistes. Donc, souvent, je vais dans des festivals, puis je découvre des artistes que je vais inviter à mon festival après. De la façon que je le vois, c'est aller à un concert, c'est ici, all right? C'est une occasion spéciale. On se prépare, on s'habille, on fait ça entre amis, on prévoit des mois et des semaines à l'avance. Donc, je le vois ici. Puis, ce que j'entends, c'est que vous, au festival ou les autres festivals, ce que vous tentez de faire, c'est de l'amener ici ou de l'amener là. Dans le sens où vous tentez parfois de le démocratiser le plus possible. Donc, le faire 15 minutes à l'avance, vous avertissez les gens dans une caserne, dans un commerce. Donc, c'est quelque chose que c'est normal. C'est adjacent, ça touche à des trucs normaux. Vous le faites dans le setting le plus normal possible, donc vous le démocratisez.
ou vous avez parlé de scène flottante. Donc, ça, c'est au contraire. Au lieu de le ramener ici, vous le ramenez encore plus haut, vous le rendez encore plus spécial, moins démocratisé, une occasion encore plus spéciale. Donc, j'imagine, votre objectif, c'est d'être ici le moins possible, c'est d'être soit là ou soit là, si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Vraiment, tu sais, dans le fond, tu sais, quand tu dis là, mettons, ça, on en a besoin. Tu sais, il y a des gens qui ont besoin d'avoir leur repère. On a une clientèle variée, donc c'est pas tout le monde, tu sais, qui peuvent aller dans une rivière, regarder un spectacle ou des affaires de même. Donc, on en a là. Puis après, ben, c'est d'aller aux deux extrêmes. Tu sais, en haut, mettons, on a un spectacle dans une carrière de sable, là, tu sais, un endroit où les gens vont... La municipalité va chercher du sable, ben nous, on l'aménage, on met des feux de camp partout. Il y a des autres véhicules écrasés, il y a une boule disco géante au-dessus de la scène. Là, on est complètement tu sais, on est dans Mad Max, là, ceux qui ont vu le film. Fait que là, ça, c'est complètement hors de ce monde. Puis après, ben, comme tu as dit, on en a que c'est seulement sur le balcon à Joanne ou c'est sur le comptoir du magasin de linge du coin. Fait que on joue avec tout ça, puis au final, ça donne un format vraiment unique, puis les gens vont passer d'une expérience à une autre. Puis des fois, les gens ont besoin de leur repère, là, on les amène dans une scène extérieure couverte, classique, mais à travers tout ça, ils vont vivre plein de choses qui sont en dehors de la normalité. Dans votre expérience, la majorité des gens l'apprécient plus ici ou ici? C'est dur à dire. Des fois, il y en a que leur meilleur moment, c'est justement la scène flottante à Carrière de Sable. Il y en a d'autres, des fois, c'est seulement un spectacle surprise sur le coin d'une rue, très simple, avec aucune scénographie, un micro, 2 caisses de son. Fait que ça dépend toujours du contexte. Des fois, la magie s'opère dans une simplicité désarmante, finalement. Là. Puis des fois, c'est dur quasiment pour l'ego parce qu'on met full d'efforts sur des concepts. Puis des fois, ce qui va marcher le plus, c'est qu'on a juste déposé un piano puis la magie a opéré. Mais c'est ça qui est beau en même temps. Puis ça peut être ça également au niveau de la musique elle-même, dans le sens où une symphonie à 180 instruments de Vivaldi ou de Bach peut être moins agréable ou moins de gens vont apprécier ça qu'un gars avec son banjo qui chante sur les vaches qu'il nourrit le matin. Un instrument peut être tout aussi agréable, tout aussi inspirant et évoquer tout autant d'émotions que les 180 instruments de Vivaldi. Exact. C'est ça qui est beau avec la musique, finalement. Là, on en fait tous ce qu'on veut, puis c'est super de même. Là. Fait que c'est toujours de trouver l'équilibre là-dedans. Puis, nous autres, on a aussi le défi à Baie-Saint-Paul. On est rendu avec pratiquement trop de monde pour justement cette formule-là. Donc là, nous, on est à trouver l'équilibre parce que si on devient avec trop de festivaliers, on ne pourra plus créer des moments uniques comme des shows dans des cours arrière et tout ça, parce qu'il va y avoir trop de monde, ça va devenir désagréable. On est comme à la croisée des chemins un peu, là, fait que là, en équipe, on réfléchit comment garder cet achalandage-là sans augmenter puis finir par perdre cette magie-là, finalement. Donc, l'objectif du festif, maintenant, c'est d'augmenter l'appréciation de tous les types de musique. Et est-ce que ça a été difficile d'aller voir cette année, je pense, c'est 23 artistes ou que vous avez dit 23, 24? 23? Oui, ça, c'est festif. Tu sais, pour faire la différence, dans le fond, là, il y a le festif de Baie-Saint-Paul, c'est le festival, puis le projet scolaire, c'est festif à l'école. C'est ça. Donc, est-ce que ça a été difficile d'aller voir 23 artistes et leur dire « J'aimerais que vous participiez au festif ». L'objectif, c'est oui d'offrir une performance, mais c'est par le biais de cela également de donner des conférences qui vont faire en sorte que les jeunes vont s'éveiller à l'importance de la composition, à l'importance de cet art-là. Nous, les artistes qu'on va chercher, c'est souvent des amis du festival. Donc, on a cette chance-là. Exemple, on a cette année, entre autres, Vincent Vallière, qui est un ami de l'équipe. Là, on le connaît depuis longtemps. Sarah Dufour. C'est des gens avec qui on fait affaire depuis longtemps dans le festival. Donc, c'est des gens qui comprennent notre philosophie. Puis qu'ils n'ont pas le choix d'encourager ça, finalement, parce que pour eux aussi, c'est du développement de public, au final. Tu sais, le jeune de 9 ans qui va écouter Sarah Dufour dans sa classe de français, ben c'est lui qui va finir par aller la voir plus tard. Donc, pour les artistes, c'est vraiment important de le faire, puis ils n'ont pas souvent l'occasion. Il y a des fois des initiatives qui se font dans des écoles, mais d'avoir vraiment un regroupement comme on le fait, c'est vraiment bénéfique pour les artistes. Il y en a qui se prêtent au jeu, il y en a qui ne veulent pas. Puis on respecte ça, mais je pense que ceux qui refusent manquent quand même une très, très belle occasion d'aller vers un public qui est super, qui est très captif. Là. Moi, je me déplace des fois dans les écoles, puis c'est magnifique. Si vous avez dit aller vers le public, je trouve ça intéressant parce qu'on a parlé de tous les différents types d'expériences de concerts là,
Mais à ces 3 niveaux-là, c'est toujours le public qui va vers l'artiste. C'est le public qui se déplace pour aller à un endroit où ils vont voir l'artiste. Mais pour le festif, c'est tout le contraire. C'est l'artiste qui va au public dans les... J'imagine que les concerts se font à l'école, dans les classes, c'est ça? Et donc, c'est une expérience différente parce que l'artiste, l'art vient à eux. Donc, est-ce que ça change leur appréciation de la chose? Est-ce que ça la rehausse? Oui, tout à fait. C'est certain, tu sais. Puis autant pour l'artiste puis les élèves, là, c'est une rencontre vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles aussi, de municipalités au Québec. Il n'y a pas de salle de spectacle. Les jeunes n'ont aucune occasion d'aller voir des shows, sauf s'ils se déplacent des fois en dehors de leur ville. Donc, on prend pour acquis que tout le monde va voir des spectacles dans la vie, mais tu sais, nous autres, ça arrive souvent que on parle aux jeunes après, puis la moitié de la classe, c'est la première fois de leur vie qu'ils voient un vrai spectacle de musique avec de l'éclairage. Parce que souvent, on le fait dans les auditoriums des écoles quand c'est pas dans les classes. Fait que, tu sais, de voir l'éclairage, de voir le son, les micros, tout ça, pour certains, c'est vraiment nouveau. Puis ça, ils pourraient peut-être pas le vivre si on venait pas parce qu'ils n'ont pas cette habitude-là, tu sais, de dire à leurs parents, je vais aller voir un spectacle, on va-tu à Montréal ou peu importe où, là. Donc, c'est vraiment là l'importance de cette mission scolaire-là. Nous, les Québécois, j'ai l'impression que, du moins au niveau artistique, musical, nous ne sommes pas exactement ouverts sur le monde. Dans le sens qu'on va consommer la musique qui est produite ici, on va consommer la musique qui est produite aux États-Unis, puis c'est à peu près ça. Vous avez fait le tour du monde, vous m'avez mentionné. Donc, pourriez-vous nous dire dans vos trajets, vos voyages, vos pèlerinages, à quel endroit dans le monde on serait surpris de savoir qu'ici, il y a une scène musicale effervescente avec des diamants un petit peu partout? J'ai parlé tantôt de l'Islande. Moi, c'est un exemple pour moi parce que l'Islande sont... je dis pas refermés sur eux-mêmes, mais c'est l'Islande, là, la réalité géographique. Oui, exact. C'est ça, exact. Puis il y a vraiment une scène musicale effervescente là. C'est assez fou de voir ça. Puis le support que cette scène musicale-là reçoit, c'est assez exceptionnel. Là. On connaît Björk, entre autres, qui est de Reykjavik, la ville la plus culturelle finalement en Islande. Ça, c'est vraiment un bel exemple d'une scène musicale qui s'organise. Mais au Québec, on serait surpris. Tu sais, moi, ma blonde est de Vancouver, donc je vais souvent à Vancouver aussi, puis je vais dans les spectacles. Puis c'est pas organisé comme au Québec. Là. Je trouve vraiment que la scène musicale au Québec est exceptionnelle. Je pense que ça fait peut-être entre autres parce qu'il y a notre protection de la langue, le français et tout ça, fait qu'il y a quelque chose qui est vraiment très bien organisé au Québec. Puis quand je suis allé justement à Reykjavik en Islande, j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes dans la structure de la scène musicale. Est-ce que, encore une fois, selon votre vaste expérience, est-ce que le type de musique qui est plus apprécié dans un endroit varie selon la géographie? Dans le sens que, moi, ce que je m'imaginerais, c'est France, Espagne, Italie, Portugal, fait chaud, la vita est bella, ce serait des musiques, des mélodies un petit peu plus fluides. Par contre, si on va dans les pays avec les Baltiques où il fait froid l'hiver, la vie est un petit peu plus difficile, il y a des montagnes, ce serait des rythmes plus métalliques, saccadés, rough. Est-ce que c'est ça que vous percevez ou les gens d'un petit peu partout apprécient un petit peu tout différemment? Ben là, avec justement l'écoute en ligne, tout ça, je pense que tout le monde a ouvert ses horizons. Tu sais, moi, à l'époque, je me rappelle quand il n'y avait pas Spotify ou des affaires de même, moi, j'écoutais du rock, puis c'était tranché au couteau. Tu sais, si tu écoutais du rock, tu n'écoutais pas du rap, tu n'écoutais pas du country. Puis moi, en tout cas, je dis à notre époque, là, il n'y a pas si longtemps, mais il y a une quinzaine d'années, on était plus dans des styles, on n'avait pas accès. Fait que maintenant, cette ouverture-là fait que partout, en tout cas, les endroits où je suis allé, tu sais, tout le monde s'inspire un peu de partout, tu sais, fait que la musique est beaucoup plus ouverte, je trouve, qu'avant. Il y a encore des places à la tradition et tout ça, tu sais, selon les pays où tu vas, il y a des styles musicaux qui représentent mieux le territoire, mais moi, je trouve vraiment que c'est rendu super ouvert comme... c'est ça, c'est rendu ouvert, fait que tu le vois, là, c'est vraiment plus varié, je pense, que ça l'était avant. Là. Monsieur, si on veut trouver des informations sur les artistes qui vont se déplacer d'école en école pour le festif et lorsqu'elles sortiront, les informations pour le festival de l'année prochaine, où est-ce qu'on trouve ça? C'est lefestif.ca. Sur ça, vous allez avoir une section festif à l'école. Il y a une section cabaret festif. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est un concours musical qu'on organise aussi l'hiver. Puis il y a la section, là, évidemment, du festival.
La programmation du festival pour le 15e anniversaire va être dévoilée à la mi-avril, dans le coin du 10-12 avril 2024. Donc là, moi, d'ici là, faut que je trouve 115 à 120 artistes. Dernière petite question, je veux parler de ça parce que vous avez mentionné 115 artistes et plus, 30 scènes. Est-ce que chaque année, vous ressentez une énorme pression à faire, pas nécessairement mieux, mais faire peut-être plus? Donc, cette année, faisons 32 scènes, allons chercher 120 artistes, innovons encore plus, puis l'année passée, on a fait une scène sur le fleuve, là, on peut faire quelqu'un qui sort du ciel comme Miley Cyrus sur une wrecking ball. Est-ce que... Y a-t-il de la pression à juste toujours faire plus? Ah, c'est sûr qu'il y a toujours de la pression. Ouais. Par contre, là, le public nous fait vraiment confiance. Tu sais, je programme des artistes. Souvent, un peu la signature, c'est qu'on fait venir des artistes qui sont pas connus au Québec du tout. Des fois, c'est leur première prestation. Puis les gens nous suivent. Là. Fait que là, maintenant, il y a quand même une confiance qui s'est établie. La pression est un peu moins là parce que les années où là, on imposait un peu notre style, là, c'est plus stressant parce qu'on prenait des risques. On se disait, ça se peut que personne vienne, ils n'aimeront pas ça. Puis là, cette confiance-là est établie. Donc, il y a cette pression-là de moins. Mais quand même, à chaque année, c'est sûr, on ne veut pas décevoir notre public. Donc, on essaie toujours de réfléchir. Puis nous, à chaque année, on trouve des nouveaux sites pour... on enlève des scènes, puis on en trouve des nouvelles, puis ça renouvelle l'expérience. Mais est-ce que c'est pas encore plus de pression et plus stressant ça? Parce que si quelqu'un arrive et il n'y a pas d'attente, puis elle est déçue, c'est une chose. Mais c'est pire si la personne a votre confiance, puis il y a la chance que vous perdiez. Vous avez leur confiance, mais il y a une chance que vous la perdiez. Ça, c'est une plus grande déception que la première encore. Donc, le stress ne se voit pas augmenter. Tout à fait. Oui, effectivement. On n'en parle pas. Bien de mon stress. Non, mais oui, effectivement, c'est un stress qu'on s'impose. Puis, tu sais, le jour où on sent qu'on n'est plus en mesure de le faire, on verra rendu là, mais tu sais, là, on a encore la vivacité d'esprit de renouveler notre offre, puis on le fait. Puis ce qui est le fun, c'est que là, on est rendu avec un catalogue de sites. Tu sais, moi, j'ai une centaine de scènes potentielles juste à Baie-Saint-Paul. Fait que là, une année, on réouvre ce cahier-là, puis on dit OK, ça fait 5 ans qu'on n'a pas fait cette scène-là. On la ramène dessus, puis on enlève telle scène dans le parc. Puis là, on renouvelle comme ça. Puis des fois, ils se présentent des nouveaux concepts, comme la série dans les commerces. Ça a été introduit l'année dernière. Là, ça renouvelle encore. Fait qu'on réussit toujours à trouver des façons de faire. Puis il y a des années c'est pas autant de la programmation, mais plus au niveau de l'expérience, les services, la restauration. Il y a beaucoup de volets à un festival. Comment est-ce que vous gagez l'appréciation des gens? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la sortie de tous les concerts qui demande « Avez-vous aimé » sur une échelle de 1 à 10 ou est-ce que vous faites rigoureusement le tour de tous les réseaux sociaux après chaque concert, vous faites « Ah, voici tel commentaire ». Comment est-ce que vous jugez de la réaction des gens le plus fidèlement à la réalité possible? Bon, on fait un sondage toujours à la fin, puis on a beaucoup de répondants. Là, on a tout le temps à peu près 1000 festivaliers qui répondent, ce qui est vraiment un haut taux de participation. Ça, on a vraiment un bon pouls des festivaliers. Puis moi, pendant l'événement, malgré que je suis directeur général artistique, je m'enlève pratiquement toutes les tâches possibles, puis je deviens presque un festivalier. Donc, je vais voir tous les shows possibles, je me déplace en trottinette électrique, vous me voyez partout, puis je m'en vais tu sais, je vais pas dans la zone VIP, je suis dans la foule avec les gens, puis j'écoute ce qui se fait autour, je ressens la vibe. Fait que moi, quand j'ai fini le festival, je sais déjà c'est quoi les gros coups, c'est quoi ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce que les gens ont aimé, n'ont pas aimé. Là. C'est un petit peu comme l'histoire de... Je me souviens plus qui racontait ça, mais c'était aux États-Unis, puis il y avait juste une foule pendant une représentation du Wolf of Wall Street qui s'est retournée, puis on fait « Oh mon Dieu, c'est Scorsese ». La meilleure façon d'apprécier son travail, c'est littéralement de se mettre au milieu, dans l'endroit le moins spécial possible, puis de prendre connaissance de comment ça arrive dans la salle, comment ça se vit dans la salle elle-même. Donc, c'est ça que vous faites, puis j'imagine que ça porte fruit parce que vous avez l'air d'avoir beaucoup de succès. Oui, exactement. Moi, ça fait 3 ans que j'ai réussi à faire ça. Avant, on était trop une petite équipe, mais là, je ne reviendrai pas en arrière. Là, c'est ça, je me déplace directement dans les shows, puis je parle au monde. Puis le monde c'est rendu que le monde me reconnaisse. Là, fait que, je parle à tout le monde. Là, puis c'est la meilleure façon de l'apprécier. Puis quand je vais dans d'autres festivals aussi, je prends pas nécessairement les accréditations pro, justement les trucs où tu vas avoir des cocktails, des affaires. Moi, je vais dans la foule, puis c'est là que tu vis la musique, finalement. Monsieur Turgeon-Thériault, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était super intéressant, puis on espère pouvoir vous parler peut-être avant la prochaine édition du festival. Donc, à l'année prochaine, puis encore une fois, merveilleux. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était super intéressant. Je vous souhaite une fantastique journée. Au revoir.
Merci beaucoup. Salut. Dans le cadre du 50e anniversaire de la fusion de Prévost, la ville de Prévost a mandaté Jocelyn Jalette, ainsi qu'Histoire et Archives Laurentides, pour la réalisation d'une bande dessinée de 90 pages, incluant des pages de compléments d'information. La BD anniversaire est en vente au coût de 36,95 $ et est disponible au service des loisirs ainsi qu'à la bibliothèque. La municipalité de Piémont vous invite à participer à l'initiative Escouade Millefeuille, lancée par l'organisme Le Rucher Collectif. Ce projet de sensibilisation sur la protection de la biodiversité et des pollinisateurs vous encourage à broyer vos feuilles plutôt que les ramasser et ensuite laisser les dernières millefeuilles comme paillis pour protéger le milieu naturel. Ce projet aspire à créer un mouvement pour la protection et la nutrition des végétaux, remplaçant les engrais souvent nuisibles à l'environnement. Le projet vise à protéger de façon plus large la biodiversité, incluant les insectes qui sont la base alimentaire de plusieurs animaux. Le projet désire informer la population que le feuille-cyclage est une pratique utile avec le cycle des saisons pour l'entretien des terrains, améliorant ainsi leur santé et leur apparence toute l'année. Le feuille-cyclage est l'action de tondre ou de broyer les feuilles mortes et de les laisser sur place. En plus des bienfaits pour la biodiversité, cette technique permet également de produire un engrais et un compost naturel à même votre pelouse. Il permet de préserver l'humidité du sol, réduisant ainsi la fréquence d'arrosage. Il permet d'augmenter la résistance de la pelouse à la sécheresse et aux maladies. Il permet également de réduire des gaz à effet de serre associés au transport et ainsi votre empreinte écologique. À Saint-Sauveur, la S spéciale Laurentides-Labelle est responsable du contrôle animalier et de l'application du règlement relatif aux animaux. Ce dernier stipule qu'une licence est obligatoire pour tous les chiens et chats gardés sur le territoire de la ville, à l'exception des chats demeurant exclusivement à l'intérieur. La licence est valide pour une année s'échelonnant du 1er janvier au 31 décembre, sauf pour les chats stériles. La licence de ces derniers est valide pour la durée de vie de l'animal. Notez également que cette licence est incessible et non remboursable. L'achat ou le renouvellement de licence s'effectue exclusivement en ligne sur le site internet de la S spéciale Laurentides-Labelle où vous trouverez aussi la tarification applicable ainsi que le règlement sur le contrôle animalier. Au-delà du caractère obligatoire de se procurer une licence, il est aussi de mise de faire porter sa licence à votre animal de compagnie et ce, pour assurer sa sécurité. Ainsi, s'il fugue, s'égare ou se blesse, sa licence indique clairement et visiblement qu'il a une famille et les chances de le retrouver rapidement sont augmentées. Rappelons que la loi provinciale visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens stipule que l'animal doit être dûment enregistré dans la municipalité de sa résidence principale et porter la médaille en tout temps. Il doit être tenu en laisse dans les endroits publics par une personne capable de le maîtriser. Il doit porter un licou ou un harnais attaché à sa laisse s'il pèse 20 kg et plus. Il ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien n'ait été autorisée. Si vous êtes témoin d'une situation où la sécurité ou la santé des animaux est en danger, composez le 1-844-264-6289, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec la SPCA Laurentides-Labelle par téléphone au 819-326-4059 ou sans frais au 1-866-960-7722. Le CI3S de Laurentides encourage la population à considérer les alternatives offertes dans la région avant de se présenter à l'urgence de l'hôpital de Saint-Eustache pour toute situation qui n'est pas critique. Cet appel à la population s'explique par le fort achalandage observé à l'hôpital depuis le début de la semaine. Pour toute situation où la personne n'est pas gravement malade ou blessée, il est possible de s'adresser au 811, option 1, pour obtenir une évaluation en soins infirmiers, à son médecin de famille ou à une clinique médicale au rvsq.gouv.qc.ca, à un pharmacien, optométriste, dentiste ou physiothérapeute, au guichet d'accès à la première ligne si la personne n'a pas de médecin de famille en composant le 811, option 3. Un résumé des ressources disponibles dans la région peut aussi être consulté sur la page Consulter un professionnel sur le site internet du CI3S de Laurentides à l'adresse santélaurentides.gouv.qc.ca.
Ces alternatives sont à considérer si la situation n'est pas urgente. Toutefois, toute personne en situation critique ou instable ne doit pas hésiter à se rendre à l'urgence en cas de besoin. Le CI3S de Laurentides tient à remercier ses équipes et l'ensemble de la population pour leur collaboration en cette période de fort achalandage. Les résultats du dénombrement des personnes en situation d'itinérance visible au Québec, réalisé en octobre dernier, dressent un portrait inquiétant de l'itinérance dans la région. En effet, le nombre de personnes en situation d'itinérance dans les Laurentides est estimé à 464 personnes. Il s'agit d'une augmentation de 109 % depuis 2018. Le CI3S de Laurentides est préoccupé par la situation et se fait un devoir de poursuivre son engagement dans la lutte au phénomène en collaborant avec les différents partenaires concernés. L'intensification de l'itinérance sur le territoire est une réalité constatée par les équipes sur le terrain depuis quelques années. Elle semble s'expliquer par plusieurs enjeux et facteurs, entre autres la pénurie de logements abordables, la hausse du coût de la vie ainsi que la pandémie de COVID-19. Cette hausse marquée du nombre de personnes en situation d'itinérance confirme que les actions mises en place par le CI3S de Laurentides et ses partenaires sont plus que nécessaires. La lutte à l'itinérance est un enjeu collectif important auquel l'établissement participe activement. Plusieurs actions sont déployées en ce sens. Soulignons notamment la mise en place du programme régional Espoir qui assure une présence auprès des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être directement dans leur milieu de vie. D'ailleurs, 425 personnes ont pu être rejointes grâce à ce programme dans la dernière année. De nombreux services d'aide à l'hébergement sont également disponibles. Plus de 125 places sont offertes en hébergement d'urgence et de transition dans la région. À ces dernières s'ajoutent des programmes de supplément en loyer, des projets de stabilité résidentielle ainsi que des ententes avec les offices municipaux d'habitation. Le CI3S de Laurentides est ravi d'annoncer que des ententes de collaboration sont maintenant en vigueur entre la Maison de naissance du Bois et de Blainville et tous les centres hospitaliers accoucheurs de la région. Cette collaboration permet aux femmes enceintes de Laurentides de bénéficier de davantage de soins et de services de proximité. Grâce à ces ententes, les femmes enceintes bénéficiant d'un suivi par une sage-femme ont maintenant la possibilité de recevoir des soins et services spécifiques dans l'hôpital de leur voisinage, que ce soit Mont-Laurier, Saint-Jérôme, Saint-Eustache ou Sainte-Agathe-des-Monts. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de rendre les services de santé plus accessibles, flexibles et adaptés aux besoins des patients. La présidente directrice générale du CI3S de Laurentides, Mme Rosemonde Landry, mentionne que les femmes enceintes de la région bénéficient d'une plus grande accessibilité à différents soins spécifiques au cours de leur grossesse. Pour de plus amples informations sur les ressources liées à la grossesse et l'accouchement, notamment sur les services de sage-femme offerts dans la région, consultez la page Grossesse et accouchement du site web du CI3S de Laurentides. Le président du conseil d'administration du CI3S de Laurentides, M. André Poirier, tient à informer que la PDG de l'établissement, Mme Rosemonde Landry, quittera ses fonctions le 9 novembre prochain afin d'amorcer sa retraite. En poste à la tête du CI3S de Laurentides depuis 2019, Mme Landry compte plus de 40 ans de service aux soins du réseau de la santé et des services sociaux. Infirmière de formation, celle-ci avait poursuivi des études en administration ainsi qu'en droit et politique de la santé. M. Poirier mentionne que Mme Landry a débuté ses fonctions de PDG quelques mois à peine avant que la pandémie se déclare et que tous ses plans ont donc dû être revus et il affirme également qu'elle s'est concentrée corps et âme à la gestion de cette crise sanitaire. Il ajoute que Mme Landry a su diriger son équipe durant cette tempête qui a bousculé tout le monde et durant laquelle il y avait tant de besoins à combler. Mme Landry poursuivra son mandat jusqu'au dernier jour prévu, soit le 9 novembre prochain. Un processus de recrutement sera lancé au cours des prochains jours par le ministère de la Santé et des Services sociaux afin de prévoir sa relève. Revenez-nous après la pause. La municipalité de Val-David a procédé à la transformation de plus de 8000 tonnes de matériaux de pavage provenant de travaux effectués sur la route 117 ainsi que 2000 tonnes provenant des chemins municipaux en les concassant sur place au site de neige usée de Val-David. Voici les retombées positives de cette initiative. En recyclant ces matériaux de pavage, la ville évite de les jeter, contribuant ainsi à la réduction des déchets dans la région. L'agrégat recyclé obtenu servira de fondation pour les prochaines routes à paver
ce qui réduit non seulement les coûts, mais l'empreinte de carbone également. En évitant le transport de ces matériaux sur de longues distances, la ville réduit ses émissions de gaz à effet de serre. En utilisant des matériaux recyclés, la ville réduit les coûts de réfection des chemins municipaux, ce qui se traduit par des économies pour la communauté. Par ailleurs, les rues concernées par le projet de prolongement du réseau d'égouts et d'aqueducs dans les secteurs Duquette, Prédéal-Trudeau, Marianne et bien d'autres encore pourront bénéficier de cette matière recyclée. À Val-David, au cours des prochaines semaines, une seule voie sera ouverte avec une circulation en alternance sur la route 117 entre les rues Prédéal-Trudeau et Marianne. Cette perturbation de la circulation est liée à l'expansion en cours du réseau d'égouts et d'aqueducs dans cette zone. La municipalité de Valmorin annonce qu'elle consultera les citoyens au sujet de son règlement concernant les nuisances. Plus spécifiquement, elle abordera les articles traitant de l'entretien de la végétation sur les terrains. Ces dernières semaines, des citoyens de Valmorin ont manifesté le désir que soit revu le règlement concernant les nuisances, plus particulièrement ce qui touche à l'entretien de la végétation sur les terrains. L'actuel règlement, numéro 575, indique que le fait de laisser des broussailles ou de l'herbe d'une hauteur supérieure à 30 cm sur un terrain dans les espaces de verdure constitue une nuisance. La consultation de la population permettra d'évaluer les avantages, les inconvénients, ainsi que l'acceptabilité sociale de différentes options possibles pour l'entretien des espaces de verdure. En effet, les points de vue en lien avec ce sujet sont nombreux. Par exemple, alors que certains peuvent évoquer la valeur esthétique d'un gazon entretenu ou encore le contrôle plus facile des espèces plus nuisibles aux humains, comme l'herbe à poux, d'autres peuvent souhaiter diversifier ces espaces verts, notamment dans une perspective de protection de la biodiversité et de résilience face au changement climatique. Ainsi, dès la mi-octobre, et ce pour une période de 2 semaines, une plateforme de consultation web sera mise en place afin de recueillir l'avis, les idées et les préoccupations des résidents au sujet de l'entretien des espaces verts. Cette méthode participative favorisera la contribution d'un grand nombre de citoyens et permettra de réunir à un même endroit plusieurs informations et outils de consultation. À la fin de l'automne, les élus municipaux pourront donc se pencher sur la question et, selon les résultats de la consultation, prendront une décision quant à la révision ou non du règlement. Toutes les informations relatives à la consultation seront diffusées au début du mois d'octobre sur le site web de la municipalité ainsi que sur les réseaux sociaux. Dans le cas où l'accès à la plateforme web représenterait un enjeu pour certains citoyens, il sera possible, durant la même période, d'obtenir une version papier des outils de consultation à la mairie. Des modifications ont été apportées à la portion sud de la rue Valiquette entre la rue Bélec et le boulevard de Sainte-Adèle afin de procéder à des changements importants. La rue Valiquette devient sens unique vers le sud entre Bélec et le boulevard de Sainte-Adèle. Il y a eu ajout d'une piste cyclable bidirectionnelle, il y a eu ajout de saillies de trottoirs pour sécuriser les intersections, il y a eu ajout de cases de stationnement, ainsi que l'ajout d'un trottoir entre Maurice-Aveline et le boulevard de Sainte-Adèle. Ces modifications répondent à certaines demandes formulées par les citoyens, à savoir atténuer la circulation sur la rue Valiquette, souvent utilisée comme raccourci vers le centre-ville ou vers la bretelle d'accès de l'autoroute 15. Il y avait également la préoccupation d'ajouter une piste cyclable afin d'encourager les déplacements actifs, de plus en plus populaires sur le territoire, notamment grâce aux vélos à assistance électrique. Cette piste, qui pourrait être bonifiée selon l'achalandage, se veut une première étape dans le cadre d'un plan de mobilité active souhaité par plusieurs résidents. Les citoyens avaient également à cœur de ralentir la circulation sur cette rue, souvent qualifiée de piste de course. Les saillies de trottoirs aménagées aux intersections incitent les conducteurs à ralentir et permettent aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons de mieux se voir et de traverser en toute sécurité. Il y avait également le désir d'ajouter des cases de stationnement aux abords des commerces du secteur et à proximité des résidences. Notez par ailleurs que le stationnement ne sera permis que d'un côté de la rue pendant l'hiver afin de permettre aux déneigeurs de procéder au déneigement en toute sécurité. Il y avait également le désir d'ajouter un trottoir entre Maurice-Aveline et le boulevard de Sainte-Adèle pour favoriser les déplacements à pied et donner un meilleur accès piéton au centre-ville. La nouvelle signalisation est en place et le marquage des espaces de stationnement sera fait sous peu. Lors de la séance du Conseil du 18 septembre, le Conseil municipal de Sainte-Adèle a octroyé par résolution un mandat pour service professionnel architecture et gestion de projet à la Fédération québécoise des municipalités pour un montant estimatif de 395 865 $ en lien avec la construction d'une nouvelle caserne de pompiers.
Dans le cadre de ce mandat, la FQM assurera la réalisation de l'ensemble des documents d'architecture et appels d'offres pour les autres professionnels requis. La FQM sera gestionnaire du projet. La FQM sera gestionnaire de projet pour l'équipe de professionnels et fera l'accompagnement du projet pour la municipalité. À la tête du service de sécurité incendie depuis 2016, le directeur Stéphane Turcotte précise qu'avec le temps, les besoins ont changé et les responsabilités ont augmenté en vertu de la loi sur la sécurité incendie. Il ajoute que les équipes ont grossi et que la ville a davantage de véhicules et compte sur la présence de pompiers à la caserne. Actuellement, la ville répond en moyenne en 650 appels par année. Cette nouvelle caserne permettra aux pompiers de travailler et de maintenir leurs compétences dans les meilleures conditions possibles afin de répondre adéquatement aux nombreuses demandes d'intervention d'urgence des citoyens. Le 23 septembre dernier, lors de la fête des couleurs au parc régional Montagne du Diable, Loisirs Laurentides a inauguré une centrale de prêt et de location d'équipements de plein air en présence de Mme Isabelle Legault, directrice générale du parc régional Montagne du Diable, de Mme Marie-Pierre Vigneault, agente de développement plein air scolaire chez Loisirs Laurentides, et Mme Diane Sirard, mairesse de Fermeneuve et présidente du conseil d'administration du parc régional Montagne du Diable. C'est grâce au soutien du réseau des unités régionales de loisirs et sports du Québec et du financement du ministère de l'Éducation que Loisirs Laurentides a lancé ce projet de développement de prêt d'équipement pour la communauté. Pour l'instant, on compte 2 centrales d'équipement dans la région des Laurentides, une au nord de la région, au parc régional Montagne du Diable à Fermeneuve, et une autre au sud, au parc du Domaine Vert à Mirabel. Ces 2 organismes ont été choisis comme premiers partenaires pour leur expérience dans des lieux de plein air prisés par les Laurentiens. L'objectif est de multiplier les centrales dans toute la province du Québec. En effet, le but de ce projet porté par le ministère de l'Éducation consiste à donner accès aux prêts d'équipements récréatifs et de plein air à l'entièreté de la population et que celle-ci dispose d'une centrale dans un rayon de 50 km. Le 23 septembre dernier, lors de la fête des couleurs au parc Montagne du Diable, le bâtiment construit par la compagnie Cèdre C. Meyer et Fils, hébergeant la centrale de prêt d'équipement, a été inauguré et les citoyens peuvent désormais réserver des équipements à faible coût en signant un contrat de prêt. Pour sa part, le parc Montagne du Diable continue la location régulière d'équipements en interne. Celui-ci doit être utilisé sur le territoire du parc, alors que le prêt auprès de la centrale permet une utilisation sur l'ensemble du territoire des Laurentides. Tous les citoyens de la région, peu importe leur âge, peuvent donc louer des articles de plein air à faible prix. La centrale permet également aux écoles de la région de faire la réservation d'équipements de plein air gratuitement. Parmi les équipements de plein air disponibles à la location au parc régional Montagne du Diable, il y a entre autres des raquettes, des ensembles de ski classiques, des ensembles de ski nordiques, des sacs à dos de randonnée, des porte-bébés de randonnée, des ensembles de camping et autres. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.